30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je suis avec Mario. Et oui, c'est un deuxième essai puisque mon chat est intervenu. Mario, que je connais donc depuis 1000 ans selon lui, 25 selon moi. Mario, il vit à Berlin et il va nous raconter un peu sa vie d'expat qui profite du système. C'est faux, évidemment. Jamais tu... Jamais. Bah attends, Moi j'ai toujours contribué. t'as toujours contribué au système. Je fais mes impôts, hein. Mais pas moi. Pas moi. Ben non, mais parce que c'est ça d'avoir un salaire de merde, finalement, on paye pas d'impôts. Je vais te laisser te présenter, du coup, dire ton âge avancé et me parler un peu de ta vie palpitante. Qui je suis? Mario Catino. Né au tablier, 25 mètres de la salle de travail 11. Tellement de précision, finalement. Ouais. Oui, mais comme je disais dans le coup d'avant, je suis né à 200 mètres de chez toi. Oui. Tous les deux, mais nés dans la maison avec la même sèche-femme. Pas la même maison, mais la même sèche-femme. Oui, non, pas la même maison. Non. Ah, ok, ça aurait été marrant. Ça aurait été bizarre, surtout. Ça aurait été marrant. Ouais, je sais pas. Bah, du coup, on a un an d'écart, ça aurait été vraiment bizarre. Tu vois, ça marche pas, ta théorie. Quelque part, on est synchronisés quelque part. Avec cette même sèche-femme, je pense. Un petit coucou à Françoise, du coup. François, si tu nous écoutes. Big up. Big up, et à toi et tous les bébés que tu as fait naître C'est clair. pendant tes 50 ans de carrière. Non, mais voilà, 31 ans. Donc, je suis né en Vendée, je fais mes études à La Roche, à Nantes, en Norvège, à Rennes en Australie. J'ai vécu La base. aussi La base. en Belgique pour le travail. Je suis retourné à me Vendée natale faire prof. Ça, c'était assez quand même intéressant parce qu'après avoir étudié la biologie, surtout les plantes et la science de l'eau en master, j'ai été prof de maths, physique, chimie. Et c'était assez extraordinaire comme expérience. Je pense que je le referais juste pour rigoler. Et ça t'a plu d'être avec les ados? Ah ouais, j'adore. Ouais. Ah, si, je me suis fendu la gueule. Ah, fendu la gueule, donc tu as 85 ans en fait. Fendu la gueule. D'accord. Ah, c'est métier. Alors, il y a tous les années. Ah bah, ce métier est quand même pas simple pour plein de raisons. Puis t'as pas forcément les bonnes conditions, bah, t'es pas forcément valorisé. Et je comptais pas faire ça toute ma vie, de toute façon. Je savais que c'était qu'un an et tout, donc je me suis amusé parce que j'adorais être avec les jeunes et j'aime bien faire prof. Surtout quand j'ai des oreilles attentives. Mais du coup, j'ai fait ça un an. Puis j'ai migré. J'étais à Lyon un peu avant de partir à Berlin. J'ai fait 4 mois à Lyon et puis je suis parti à Berlin parce que je trouvais un taf dans l'agriculture urbaine. Dans lequel je voulais revenir parce que j'avais fait ça en Belgique, j'avais fait un certificat en master pour entreprendre dans ce milieu-là. Et ça fait 5 ans. 4 ans, j'étais dans une boîte et depuis un an, j'ai monté la mienne là-bas. Et voilà. Voilà où j'en suis. Puis, Bah, c'est déjà pas mal. Hein. et, tu vois, je fais le tour du monde, mais chaque Noël, quasiment, le besoin de revenir en Vendée au tablier. Au tablier, là ouais. Bah, Retour aux sources natales. On dit pas natal, c'est en espagnol. Non, mais natal, c'était par rapport à Noël, mais je sais pas comment on dit. Donc là, actuellement à Berlin, et tu dis que tu faisais quoi? Oh, quelqu'un qui taque à la porte. Bon, alors après avoir été interrompu par un chat rocouleur et un voisin, on va reprendre. Donc, pour reprendre, Mario vit à Berlin, où il travaille dans, et voilà, je te laisse expliquer beaucoup mieux que moi. L'agriculture verticale. Ouais. Le concept est simple, c'est aménager un bâtiment pour contrôler les conditions, pour faire pousser les plantes dans avec les meilleurs paramètres environnementaux. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre au maximum ce dont la plante a besoin pour s'exprimer de la meilleure manière et on lui fournit ces conditions. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, la température, l'humidité, l'éclairage, etc., afin de maximiser la croissance et faire pousser des plantes qui aussi n'ont
normalement viennent de l'autre bout du monde, autre que de les produire localement pour éviter de les importer. Mais tout est factice, la lumière et tout, c'est vous qui gérez ça? On gère, oui. Ok. Ouais. Vous reproduisez un environnement qui est le sien habituellement? C'est ça. C'est-à-dire, on pourrait, je sais pas si on pourrait appeler ça du biomimétisme, mais c'est inspiré de ça, c'est-à-dire que c'est de comprendre qu'est-ce qui va faire que la plante s'exprime de la meilleure des manières, et tu reproduis ces conditions à l'intérieur. Ok. Voilà. Et est-ce que tes études, de ce que tu dis que c'était très différent de ce que tu avais étudié, la biologie de l'eau, tout ça, est-ce que ça t'a aidé pour avoir ce boulot actuellement ou... C'est intrinsèquement, c'est quand même lié parce que la biologie des plantes, évidemment, il faut comprendre comment une plante pousse et ce dont elle a besoin pour la faire pousser. Mais la technologie est intéressante du point de vue, comme je dirais, il y a débat parce que ça dépend de sous quel angle on le regarde, mais du point de vue des ressources en eau, ça nous permet d'économiser entre 85 et 95% d'eau pour arriver à la même, on va dire, à la même production finale en termes de masse. Et donc en gros, c'est simplement dû qu'on récolte nous de l'eau de la pluie sur le toit, on le met dans un réservoir et on l'utilise de manière presque continue pendant au moins 2 mois dans une boucle fermée. Ok. Et du coup, en rapport avec l'écologie, est-ce que ton entreprise, là, elle a un rapport fort à ça ou pas? Oui, parce que alors, ça dépend encore sous quel angle on le regarde, mais l'intérêt c'est de regarder un peu toutes les ressources qu'on utilise et lesquelles est-ce qu'on économise dessus. Si on regarde l'eau, le fertilisant, on a un impact positif. On n'a pas un impact positif au niveau de la consommation électrique. Après, il y a d'autres critères qui vont revenir en jeu, genre la pénibilité du travail. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gens dans l'entreprise pour faire récolter ces plantes. Et puis, ils n'ont pas du tout besoin d'être penchés, ils n'ont pas besoin de porter des choses lourdes. Donc, il y a cet aspect qui est assez intéressant. Et on produit des plantes. Du coup, l'intérêt de le faire dans l'environnement contrôlé, c'est qu'il n'y ait aucun nuisible, aucun pathogène ou quoi que ce soit qui arrive sur les plantes. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'appliquer le moindre produit chimique sur les plantes pour les protéger, vu qu'il n'y a rien qui arrive dessus. D'accord. Et s'il y a vraiment, par malheur, un puceron ou une connerie dans le genre qui arrive, on met des insectes prédateurs ou parasites pour gérer la population de manière plus naturelle, on va dire. Ok. Bah, ça me semble être un projet pas mal. Et pour revenir un peu en arrière sur ce que tu disais que tu avais étudié à l'étranger, en Norvège et en Australie. Est-ce que c'était bien dans la vingtaine? C'était horrible. Oh là là. Putain, Les aurores boréales. Horrible. Ah mais bâtard, t'as vu les aurores boréales. Décède. Comment c'était de faire l'expérience des études à l'étranger dans la vingtaine? C'est une bonne question. Excepté les aurores boréales et l'alcool. Et la deuxième partie, c'était quand même principalement ma vie là-bas. Donc ça enlève une bonne partie de mon expérience. Non, mais pour être très honnête, c'était assez drôle parce qu'avec des potes, en fait, quand tu valides un semestre européen, tu as besoin de valider 30 CTS, c'est des crédits au niveau européen. Et on avait fait exprès de prendre 3 cours à 10 pour avoir que 3 cours. Joli. Au lieu d'en prendre 6 à 5. Et du coup, on avait, je me souviens, grand maximum par semaine 8 heures de cours. Ah bâtard. Et du coup, alors 8 heures de cours, ça veut dire beaucoup de travail aussi à la maison, mais bon, on est dans Erasmus, donc et puis ils faisaient noir très tôt, du coup on faisait la teuf très tôt. Ah oui, pour la Norvège, pas pour l'Australie du coup. Alors là je parle de l'Erasmus Oui. en Norvège, Ouais, c'est bon, j'allais dire, pourquoi en Australie il ferait nuit très tôt. Non, pour le coup, ça c'est la Norvège, et on faisait la teuf vraiment souvent, on a voyagé, on a vu des paysages de fou, mais on faisait vraiment, c'est l'année où tu te dis ça m'arrivera qu'une fois. Tu fais absolument teuf tout le temps, tu fais n'importe quoi. Tu rencontres je ne sais pas combien de personnes chaque mois qui viennent d'un pays différent à chaque fois. Donc, en plus, ce qui était drôle, c'est que je suis arrivé là-bas, je parlais pas du tout l'anglais. J'ai été sélectionné. Je les ai bien bernés à Nantes. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Parce que pour moi, t'as toujours parlé couramment anglais, mais non, c'est vrai qu'à un moment, tu parlais pas du coup. Ah non, et je me souviens, je pouvais pas dire plus que hello, how are you? Bah, c'est un très bon début pour entamer une conversation. Après.
Et après, tu te démerdes. Hein. Quand t'es au pied du mur, je crois qu'en 2 mois, j'ai appris plus que j'ai appris en 12 ans d'école. C'est étonnant, parce que pourtant, le système linguistique en France, il est incroyable. Attends. On a le meilleur prof du monde. Attends, des fois, on fait tous les verbes irréguliers et tout. Attends, c'est... Ah bah, je sais. On est tous bilingues, regarde, c'est super. Yes. Super. Et du coup, ça c'était cool d'apprendre une nouvelle langue quand même. Donc j'ai adoré cette expérience. En Australie, c'était pas Erasmus, c'était la fin de, Ah oui, ça... la fin de mon master. C'était un stage en recherche à l'université là-bas pour comprendre un peu un système, pour rentrer dans les détails, un système de nappe phréatique, quoi. Parce que c'est ce que j'étudiais, c'est le management des ressources en eau. Des ressources en eau, notamment souterraines, quoi. Ok. Et ça aussi, c'était fou. Mais c'est vraiment un autre monde. Hein. Autant les Norvégiens sont un peuple très timide ou froid à premier abord. Il faut prendre le temps pour enlever les premières... tu vois... Les premières couches, du coup. C'est comme une châtaigne. Au début, ça pique. Ah, je crois que tu allais me dire un truc. T'enlèves la première, puis c'est un peu plus doux, et puis à la fin, c'est tendre. Mais, Waouh. Je pensais que tu allais me faire la métaphore de l'oignon comme Shrek, mais ça marche aussi avec les châtaignes. Ouais, il parle de ça. Ouais. Ouais, mais il faut revoir Shrek. Mais c'est l'hiver. Hein, chacun souvent. ses références, j'avoue que je l'ai pas... Parce que c'est quoi ta référence de la châtaigne? Moi, au moins, ça vient d'un film que tout le monde a vu. Je crois qu'elle vient. Ben voilà. Donc, toi, ton film, personne n'a vu, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Tu dis n'importe quoi. Donc, les Norvégiens, c'est comme les châtaignes, alors que les Australiens, c'est quoi? Non, mais vas-y, continue ta métaphore. Un peu plus, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus festifs. Mais ils accueillent beaucoup de monde aussi. L'Australie, tout le monde y va. Enfin, en tout cas, à une époque. Ouais, là, ils ont un peu mis les restrictions depuis quelques années sur le visa vacances-travail, mais bon, à l'époque, ils avaient besoin, en fait, ça s'est créé parce que ils avaient énormément besoin de manœuvre dans l'agriculture, pas cher. Et ce visa-là te permet de, si tu fais 3 mois d'affilée, tu peux demander un deuxième visa pour faire une deuxième année. Ah, parce qu'il y a plein de gens, moi je connaissais plein de gens qui partaient faire du woofing justement. Ouais, et en gros, c'était facile pendant des années d'en avoir parce qu'ils avaient besoin de plein de gens. Mais au bout d'un moment, ils avaient vraiment trop de demandes. Parce qu'en fait, tu faisais ta demande, tu étais obligatoirement accepté. Il n'y avait pas de restriction. Jusqu'à l'année où j'étais, c'est marrant. Ils t'ont vu arriver, ils ont dit waouh, stop. C'est bon. Ah, l'autre gogol, là, vous me laissez, mais après, ça suffit les autres, quoi. Déjà, il repart dans son pays. Il n'y en a pas d'autres. Ah, ça nous a coupé, quoi. C'était la dernière. Eh ben, on ne remercie pas Mario, du coup, qui empêche dorénavant les gens d'aller en Australie. Donc, tu allé voir les nappes phréatiques, enfin, le système de ressources en eau en Australie. Putain, c'est pas. Tout le monde fait ça. Non, mais c'est pas le pays, oui, où j'aurais plus questionné ça. Il y a des gros problèmes de sécheresse. Ouais, ça De m'étonne. 97 à 2010, ils étaient en sécheresse. Ils allaient avoir plus d'eau bientôt. Ils ont même, c'est une histoire vraie, dans la ville de Melbourne, du coup où j'étais, pour pallier à ce problème, ils ont construit une entreprise de désalinisation qui a coûté des milliards. Et ils se sont dit, en fait, on va en avoir besoin dès maintenant, parce que là, dans quelques années, c'est mort, il n'y a plus rien dans le sous-sol. Et alors, il se trouve que la sécheresse s'est finie en 2010 et les niveaux d'eau sont remontés et elle est en stand-by. Quel bon calcul. Ouais. Là, depuis, j'avoue, j'ai pas de nouvelles à trouver. Mais pendant un moment, en gros, ça tournait. Il fallait la mettre quand même en maintenance. Ça coûtait encore des millions de faire ça. C'était pas possible. Mais pour te dire que si l'Australie, quand même, c'est quand même 90%, c'est un désert, quoi. Je veux dire, Oui, non, puis ils ont des incendies de façon récurrente. Et ils ont aussi des animaux qui sont beaucoup trop gros. C'est-à-dire en termes de... Je ne comprends pas ce pays. 27%, je crois, des serpents les plus venimeux du monde. Mais oui, non, mais... Quoi? Qui veut? Je comprends pas. Tout le monde est là-bas. Moi, j'étais genre, pas du tout. Enfin, non, les araignées font la taille de mon lit. Ça n'a aucun sens. Enfin, non, je vais rester là où les insectes font une taille normale. Et du coup, donc... 10 ans d'études de professeur... Non, mais j'allais énumérer d'études de professorat, d'expérience à l'étranger, jusqu'à donc vivre à l'étranger. Ça fait déjà pas mal de trucs, plus que certains, moins que d'autres. Voilà, tout est dans la mesure. Du coup, pour arriver plus dans le vif du sujet, voilà, tu as 31 ans. Qu'est-ce que ça change, toutes ces expériences cumulées, dans ton rapport à toi aujourd'hui, dans ce que t'es, dans la connaissance de toi, de tes capacités, dans tout ce que ça implique, voilà. Sacrée
question. Ah bah oui, c'est vaste. Je t'avais dit de réviser une partie. Bah, du coup, vu que je suis pas très studieux, mais je pense que c'est ça, tu vois, je vais attaquer là-dessus parce que je suis pas quelqu'un de... J'ai toujours aimé apprendre, mais j'étais pas studieux, j'ai jamais suivi une méthode. D'ailleurs, j'ai jamais très, très bien aimé l'autorité. Ok. J'étais plutôt doué à l'école quand il s'agissait d'un truc que j'adorais. J'avais des profs passionnants qui étaient passionnés pour les sciences, mais j'étais pas le plus studieux. Et en fait, j'aimais faire le truc à ma sauce. Et j'aime toujours faire le truc à ma sauce, je pense. Et en fait, voyager, c'était quelque part lié à ça, c'est-à-dire toujours découvrir quelque chose d'un peu différent, de nouveau, et diversifier un peu les rencontres et les méthodes de pensée, les méthodes de point de vue. Du jour, je réfléchissais encore à ça. Quand j'ai vécu en Australie, il se trouve que je vivais dans une énorme maison où il y avait 12 chambres. Donc, il y avait au Mais moins... qui a ça dans la vie de base? Peu de gens, tu vois. Il y avait au moins 12 chambres, donc 12 personnes différentes. Des fois, il y avait des couples, donc plus potentiellement. Et vu que les gens venaient et partaient, tu vois, ils étaient là comme moi pour 1 an ou 6 mois, et ben en 1 an, j'avais calculé qu'il y avait au moins 30 gens qui étaient passés dans la maison. Pardon. Personne. Et donc, ça fait découvrir absolument tout et n'importe qui. J'ai vécu avec des Birmaniens, des Anglais, des Danois, des Suisses, des Français, plein, des Australiens, des Italiens. Enfin, c'est très rare maintenant que je rencontre quelqu'un dont j'ai jamais encore rencontré une personne de même nationalité. Ouais. Même à Berlin. Pourtant, c'est très cosmopolite. Ouais. J'ai même rencontré des Macédoniens et des Serbes, tu vois, pour te dire. C'est quoi ce mépris? Alors pourtant, il y en a pas beaucoup. Oui, non, ça qui me rejoint. Bah t'es serbe, toi, c'est bizarre. Macédonien, on se dit même pas que c'était un pays, tu vois. Bah pour moi, c'était un truc qui se mangeait, mais je sais aussi que c'est un pays. Je sais que c'est un pays, ça va. Je suis pas débile, un peu, mais. Ils ont un communiqué. Ah ouais? Non, je sais pas. Non, mais par contre, je sais que la Macédoine, c'est un peu comme l'Albanie. C'est un enfer pour y aller. Tu dois signer des papiers d'entrée, de sortie. Tu dois donner une date de sortie. Je voulais y passer un moment dans les pays de l'Est. Ouais, et non, c'est. Comme la Palestine. Ouais, ils sont pas très open pour que tu restes trop longtemps, quoi. Il faut que tu expliques ce que tu viens faire et tu peux pas te dire, tiens, si je chillais 3 jours de plus dans le pays, pas du tout. T'as dit que c'était le 18, c'est le 18, c'est tout. Donc, voilà. Oui, non, c'est pas l'humour, quoi. Ouais. Pas funky comme pays. Non, je vais le redire la prochaine fois. Tu ne l'aimes pas. Désolé, oui, désolé. Ah, n'y allez pas, c'est de la merde, non. Okay. Non, mais je sais que c'était compliqué. Macédoine, Albanie, Macédoine, non, c'est... Non, mais à l'époque, comme j'avais 20 ans, je me disais, attends, c'est vraiment des connards, personne ne veut aller chez eux, et en plus, ils sont exigeants, enfin... Mais c'est horrible, évidemment, ça doit être beaucoup plus complexe que ça. Bon, on va quand même modifier un peu le discours. Ce qu'on dit, c'est qu'ils sont tous comme ça. Ils sont tous, voilà. On va pas faire généralité. Ils sont adorables. Ne me fais pas trop rire, parce que pour ceux qui n'ont pas entendu, je suis malade de ouf, et donc je tousse dès que je rigole. Ce qui est un handicap pesant. Pardon, donc vas-y, continue. Donc tu as rencontré des gens de partout. Plein de gens, je me suis... Attends, 12 chambres, c'est beaucoup. Au niveau de l'anglais, ça me faisait penser, je me suis habitué à écouter les gens d'accent vraiment variés, assez variés. Et ça m'aide énormément aujourd'hui. Au quotidien, en ce moment, je parle l'anglais. D'ailleurs, je parle 90% de mon temps à Berlin anglais parce que j'ai très peu de collègues français et puis je ne les vois que le week-end, quoi. Mais je parle tout le temps anglais et je parle beaucoup anglais, soit avec des Irlandais et des Écossais. Et c'est pas les plus simples à comprendre. Ouais. Et les Écossais... les Écossais sont dans l'Écosse. Ouais. Quand j'ai été là-bas les voir, il y avait 6 personnes, ils venaient de 6 endroits différents, il y avait 6 accents différents. Donc merci bonsoir, accroche-toi. Et en gros, je pense que c'est une oreille qui se développe. Ouais, t'as affiné. Qui développe ton écoute. Je suis pas le mec le plus à l'écoute peut-être du monde, mais de ce côté-là, j'ai une gamme un peu plus ouverte au niveau de la langue parce que je connais les structures de phrases. En fait, je comprends ce qu'il me dit, même si j'ai pas tout. Oui, si t'as pas tout saisi, t'as l'idée principale.
Et ça, c'est ma prof d'anglais, le 4e. Pas sûr. Ouais, mais tu sais que justement, tu voulais tout faire à ta sauce et en fait, de ce qu'on comprend là, t'es toujours passé par l'expérience avant tout en fait. C'est-à-dire voyager, bouger, discuter avec des gens et où du coup, t'as pas cette notion d'autorité puisque tout est fait sur le terrain ou en tout cas, quand tu disais tout à l'heure, on est au pied du mur, on n'a pas le choix. C'est un peu comme ça que tu construis ton truc en fait. À chaque fois, tu t'hésites pas par contre à bouger, à rencontrer des gens. Ouais, en fait, je crois que très vite j'ai compris. Quand j'étais quand même jeune, j'étais frustré. Il y avait j'avais pas mal de trucs que je voulais faire, je pouvais jamais les faire. Puis un jour, j'ai fait, si on me donne pas ma chance, je vais le faire moi-même. Puis c'est une question de personnalité, je pense. Je sais pas. Oui, ou de pas être mu par ses peurs, comme tu disais tout à l'heure quand on en parlait. T'as des gens, on a tous un rapport différent à nos peurs. Tu disais tout à l'heure, t'as des gens, ils restent dans leur peur, et t'as des gens, et tu disais, une fois qu'on a compris le mécanisme pour défaire une peur, après on continue ce process, mais toi, j'ai l'impression que tu te nourris de ça, c'est-à-dire tu vas hésiter sur un truc ou avoir peur, et j'ai l'impression que tu passes vite à l'action, moi, de ce que je constate depuis toutes ces années, et t'as des gens qui vont rester dans l'inaction, ou complètement paralysés. Ouais, c'est terrible, hein. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est peut-être un sujet qui me touche le plus en plus, parce que pour le coup, je suis confronté à ça beaucoup avec le travail. Monter une boîte, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais, c'est bizarre. J'ai jamais étudié le business. Alors, je suis pas tout seul, hein. Les investisseurs irlandais sont derrière. Il y a un suivi. Il y a la plus belle chose que je pense on peut faire quelqu'un de plus vieux à plus jeune, c'est ce qu'ils appellent le mentoring. Je sais pas comment dire en français. Oui, mais si, c'est ça. Suivre quelqu'un pour lui donner toutes les clés et les outils. Et donc, en gros, je suis bien accompagné. Voilà, ça, c'est bon. Mais constamment, je recrute des gens qui ont peur de faire ça. Du coup, ont pas envie de le faire, mais ils aimeraient bien savoir comment faire. Mais c'est juste que ils sont peut-être une génération. Je sais pas si c'était comme pareil avant, mais comblés de peur à chaque niveau, dû à des traumas. Il en suffit d'un. Hein. Une fois, il en suffit d'un pour que ça reste tout le temps. Et pourtant, le psychique est capable de s'en défaire. Et il y a plein de preuves qui prouvent. On va pas rentrer dans les études thérapeutiques, mais j'ai commencé à fouiller ce sujet quand même. J'en parlais avec Christine, qui faisait des études avec la thérapie avec les psychédéliques, et tu vois à quel point le psychique peut vraiment être modifié au niveau moléculaire pour débloquer les trucs. Et tu peux faire ça aussi sans prendre quoi que ce soit, mais bosser. Mais ça peut aider, par contre, toutes les substances hallucinogènes et tout, ça débloque chez des gens des trucs énormissimes. Ouais, ça débloque. Ah ouais. Après, si tu prends un truc de LSD dans un festival, je suis pas sûre que ça va t'aider, tu vois. Non, mais il y a un protocole quand même à suivre. Les rituels. Dose particulière. Et puis tu peux faire ça d'un truc ritualisé, ce que tu vas retrouver. Là, j'ai une copine en Amazonie qui fait ça avec de l'ayahuasca, où c'est ritualisé, donc ça t'emmène vers un truc très positif, mais alors que c'est hallucinogène de ouf l'ayahuasca, mais ça te libère. Ouais. Ça te libère, mais par contre, faut être guidé. T'as un ou une chamane, t'as des gens qui jouent d'un instrument à côté pour te mettre dans un état de transe. C'est pas prendre un cachet d'extase. Non. C'est pas récréatif, c'est thérapeutique, ouais. Et il faut bien être guidé, faut pas faire ça n'importe comment. Déjà, il faut le vouloir. Oui. Mais c'est là que ça devient un peu... je sais pas le mot français. Vas-y. C'est... Ah oui, un peu un piège. Un peu un piège, c'est-à-dire que t'as pas forcément envie, parce que t'as peur de ce que ça va te faire, ouais. Mais t'en as peut-être quelque part besoin. Et donc, il faut faire comprendre à la personne qu'elle en a besoin, sans la brusquer, et puis que ça vienne de même petit à petit. Et ça, c'est difficile à faire. Mais en gros, je voulais dire que je pense qu'on est une génération, parce qu'à nos 30 ans, ça fait quoi d'avoir 30 ans je rajouterais la question, ça fait quoi d'avoir 30 ans en 2022 ? C'est pas la même qu'à mon avis nos parents. C'est pour ça que c'est ce que je dis dans l'intro, c'est 30 ans là, actuellement, dans ce contexte-là, qui est très particulier. Et je pense qu'on a beaucoup dit qu'on a un énorme challenge quand même au niveau de l'humanité à relever. Et toi, on parlait tout à l'heure de l'éco-anxiété, qui pour moi devrait être pris et transformé comme... je sais pas comment dire, comme moteur, éco-motivateur, on pourrait l'appeler comme ça. Tout est une question de narrative finalement, on peut appeler ça différemment. Moi j'ai étudié ça toute la vie, j'ai été élevé quand même, mon père était apiculteur,
Tu veux dire qu'on soit dans un village de hippies, hein? J'avais pas remarqué. Putain, non. Tout le monde cultive ça. Tout le monde fait de la permaculture à côté. Mais ça nous donne une certaine conscience. Après, quand même, il y a quelques années, j'ai commencé à lire et à écouter des gens qui te montrent un peu plus des chiffres. Et en tant que scientifique, ça fait quand même assez peur. Où tu te dis, ah la vache, il y a... Ça s'annonce quand même pas très bien. Tu perds 66% de ta biodiversité en un demi-siècle. 66%, c'est ça, hein? Des espèces... Ouais, c'est ça. Animal. Ouais. Ouais, regardez, je vais pas me tromper. À vérifier. Je mets tout avec des pincettes, moi. Depuis qu'on peut me reprendre sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est un truc comme ça, je crois. Oui, mais j'avais vu des chiffres un peu similaires. Et en fait, c'est dramatique, certes. Bon, ok. Mais si on fait rien, c'est pas mieux non plus. En fait, tu as ce spectre de l'ultra positif et l'ultra négatif. À chaque fois, ça t'est marré à travailler avec des gens, tu vois qu'il y a des gens ultra négatifs, ultra positifs. Mais les deux sont dangereux. C'est-à-dire que les ultra négatifs vont dire, c'est mort. À quoi bon se battre? C'est mort. Donc, Autant faire tout et n'importe quoi. On a cocaïne et puis finir notre vie. Encore fumer des joints, ça abîme pas la planète. Manger à base de viande, par exemple. Je me jette dans les steaks. Les gens au Qatar, c'est qu'ils font des teufs dans le désert, qui crachent des 4x4 et puis qui les laissent. Tu veux dire le Qatar, ceux qui ont organisé une coupe du monde de foot? J'ai regardé. Ah, super. J'ai regardé que la France, hein. Non, mais non, tout ça pour dire que oui, soit on est négatif et on se dit foutu pour foutu, à quoi bon? Soit on est ultra positif et on se dit t'inquiète, il y a des gens qui vont nous sauver. Oui, le déni un peu. Il y a des gens qui vont nous trouver des solutions. La technologie. Mais il faut trouver un juste milieu, c'est-à-dire que faut être conscient que ça va mal, mais il faut pas rester passif. Il faut faire quelque chose. C'est qui disait ça? Il n'y avait pas un Italien, Grucci, Je sais pas. qui me disait, je crois qu'il était emprisonné pendant Mussolini. Ouais, c'est possible, oui, c'est tout à fait plausible. Il écrivait à son frère, et il était résistant et du coup il était emprisonné. Il disait, il faut voir l'intelligence du pessimisme avec l'optimisme de la volonté. En gros, Ok. Il faut se dire, ça va très mal, mais il faut pas se décourager. C'est le principe de l'espoir, en fait. C'est un peu... Non, mais c'est ça, oui, mais de toute façon, c'est ce qui fait que les gens tiennent. Quand tu n'as plus d'espoir, en général, d'ailleurs, tu te suicides. Hein. C'est souvent ça, hein. Quand tu n'as plus rien, c'est ça. Je pense que l'humain tient là-dessus. Parce que tu as toute cette notion de tu sais pas de quoi demain sera fait, donc tu es bien obligé d'espérer que ça va aller mieux. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, les gens de 20 ans, ils n'ont pas envie de ça, ils veulent jouer, ils veulent faire des petits, ils n'ont pas envie de rendre pour le moment la société. C'est décourageant, je veux dire. On est à tellement de tapes sur les épaules, que tu dis, comment on va s'en sortir? Et du coup, déjà, il ne faut pas se décourager. Je pense qu'il faut trouver un lien avec les plus âgés qui ont compris ça et qui sont prêts à tout donner avant de mourir à la plus jeune génération. Il y en a encore. Hein. Mais de l'intérêt de la communication. Mais il y en a qui... D'ailleurs, je pense... T'en as qui n'y croient pas. Hein. Qui n'y croient pas. Ouais. D'ailleurs, je pense que j'ai écouté un type l'autre jour qui disait il faut s'engueuler avec ses parents. Parce qu'il y a plein de parents qui vont finir leur vie tranquille et ils nous laissent un peu tout ce fardeau. Ben, je pense qu'il faut s'engueuler. Oui, puis ils ne se rendent pas compte. Fais quelque chose. Tu fais rien, tu rends même le problème peut-être pire. Ah ben moi, mes parents, on a eu des gros conflits parce que c'est des gens, enfin aisés en tout cas, je sais pas, mais qui n'ont pas de crédit, qui ont une grande maison, qui vivent à la campagne, qui ont une vie relativement privilégiée, tant mieux. Hein. Mais des fois, il y avait une incompréhension de leur part où je me disais... je me rappelle les premières prises de tête, c'était autour du Covid. On n'avait pas la même perception. Il faut savoir que mes parents étaient confinés chez eux, qui est une maison de 200 mètres carrés avec une piscine. Bon, c'est pas désagréable et eux s'en plaignaient. Et après, on partait un peu sur des notions d'écologie, tout ça. Et mes parents étant dans un milieu assez reculé, tout ça, il y avait plein de trucs où il n'y avait aucune notion. Et avec ma sœur, ça a été des débats, que ce soit sur l'écologie ou sur, on en parlait tout à l'heure, sur le féminisme, sur les agressions. Ma mère était persuadée elle n'était pas persuadée, mais elle savait pas, par exemple, que les femmes se faisaient agresser. Oui, il y avait des trucs que mes parents captaient pas et aujourd'hui, ça va, on en parle très très bien. Et le fait de vivre en pleine campagne, déjà, il y a des trucs dont tu te rends pas compte du tout, ce qui est logique, puisque c'est ton monde, ta réalité. Mais il faut savoir qu'on est dans un très joli petit village. Ici, ça va, quoi. Oui, non, bah, c'est plutôt pas mal. Quand même. C'est bien ici. En retrait et la vie est beaucoup plus lente et les gens ne sont pas dans l'excès, quoi. Ouais. Non, puis... C'est mesuré, comme c'est raisonné.
Et, Oui, puis économiquement, il y a du travail. Enfin, là, on est dans le département de la Vendée. C'est pas le pire endroit de la planète. On est près de la côte. Il n'y a pas de gros problèmes de travail. Ça peut donner une perception de la réalité qui est un peu particulière, quoi. certains disent savoir ralentir pour accélérer, tu sais. Savoir se dire, bon, faut pas courir direct à la solution. Des fois, faut peut-être prendre un peu de recul, se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment pas et tout. Mais puis, rien qu'en faisant rien, des fois, en fait, on fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais au bout d'un moment, il y a quand même une action. C'est-à-dire que, comme on parlait de cette anxiété, il faut passer en mouvement l'émotion, dans le mot motion, l'émotion. Et puis tu peux faire des mini-actions. Il faut le prendre, il faut l'accepter. C'est pas bien ce qui se passe, ça nous fait chier. Peut-être qu'on dort pas la nuit, peut-être qu'on. Mais ok, prends un peu de recul. Et puis après, il faut passer à l'action. Oui, puis ça peut. Sans parler de. À l'intérieur, tu parlais de monter des collectifs, des choses comme ça, qui est, bon, je trouve, une excellente idée. Mais ça peut passer par plein de mini-actions, même dans le quotidien. Par exemple, tu peux prendre conscience de ton impact tu vois, avec ton empreinte carbone et décider de consommer autrement. Par exemple, pour moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui pourraient faire des choix en termes de consommation de viande ou de vêtements ou de prendre l'avion pour un oui, pour un non. Ça, déjà, tu peux le mettre en place dans ta vie assez facilement, tu vois. Il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout envie. Je sais pas, quand je fais mes courses dans les grandes surfaces, que je regarde globalement le caddie des gens, c'est un peu affligeant, quoi. Enfin, c'est beaucoup de packs de soda. Là, je vais pas citer, mais dans la grande surface où je fais mes courses, il y avait un pôle viande et les viandes étaient en solde ou je sais pas quoi, il y avait un pourcentage et les gens se sont jetés dessus. Alors moi, j'en mange pas, mais et ils regardaient les prix. Et je me disais, c'est pas bon signe, une viande qui est aussi peu chère. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer et, par exemple, manger, si tu veux vraiment pas arrêter la viande, tu peux aller chez ton boucher. Tu as forcément un boucher quelque part où tu mets un peu plus cher, mais moins souvent. Mais pour le coup, tu fais fonctionner une économie locale et tu as une empreinte carbone qui est vachement réduite aussi. Parce que c'est terrible l'empreinte carbone quand tu manges de la viande. Ah oui, la viande carnée, surtout la viande rouge. Ouais, c'est l'enfer. Ça remplace, je sais plus combien d'allers-retours en avion. Ouais, enfin, il y a l'empreinte carbone qui est pas bonne. Et il y a l'empreinte écologique, c'est-à-dire le nombre de litres d'eau que ça utilise, le nombre de fertilisants, enfin tout ça derrière. Parce que l'empreinte carbone, on en parle beaucoup, mais l'empreinte écologique, c'est quand même oui, bien sûr. un super sujet. Enfin, le nombre d'eau que tu utilises pour faire 1 kilo de bœuf et de porc, c'est je sais plus combien, je me rappelle plus les rapports. Par rapport à la viande blanche, par exemple, comme les poulets, comme par rapport au soja. D'ailleurs, le poulet est moins cher que la viande rouge, souvent. Après, il y a des pourrais qu'on part, tout le monde fait. Donc pour faire des fringues aussi, hein. Même les véganes qui leur soja n'est pas fait n'importe où. Mais j'ai un copain, qui. Ouais. Soit tu forêts, la forêt amazonienne pour faire pousser des plants de soja, que tu fais apporter du coup. Alors oui, t'as pas tué d'animal, ça c'est vrai. Du coup, c'est bien. D'animaux, pardon. Non, mais ça va, d'animal, on l'avait aussi. On l'avait. LAS. Et du coup. Oui, t'as pas tué d'animaux, mais c'est pas mieux. Faire gaffe quand même à pas se faire aussi. Bah, c'est comme si c'est comme les gens qui vont à Biocop et qui achètent une mangue. Alors oui, elle est super bio, par exemple, mais elle a voyagé. Peut-être que, par exemple, le local, moi, ça me paraît être un bon compromis, tu vois. Et du coup, je veux pas avoir mon projet, hein, mais l'intérêt en fait des fermes verticales, c'est de produire un environnement contrôlé, quelque chose qui normalement vient de l'autre bout du monde. Du coup, le plus cher à porter. Oui, mais par exemple, tout ce qui est les graines et tout, vous les faites venir, mais après, ça, vous pouvez reproduire ça à l'infini. Alors, tu pourrais en théorie. Cependant, semencier, c'est quand même un métier. Hein. C'est un métier à lui tout seul, et on bosse avec des semenciers. D'ailleurs, ils sont franco-allemands, avec qui je bosse, mais c'est un métier de savoir cultiver, sélectionner, garder les graines pour qu'elles perdent pas leur pouvoir de germination, améliorer les variétés, peut-être un peu plus résistantes à telle ou une certaine couleur si tu veux bosser sur un produit. Tout ça, c'est un développement en interne des semenciers. Nous, si en plus de ça, on voudrait faire garder nos graines, comme beaucoup le font en agriculture, ça veut dire qu'il faudrait qu'on développe une branche pour ça. Et c'est une expertise qui peut se développer au fur et à mesure. Pour le moment, on le fait pas, parce qu'on est tout jeune, on n'a même pas de faire encore installer, enfin, on n'a pas vendu le moindre produit, donc on va pas se lancer là-dedans, et puis on veut une certaine consistance dans ce qu'on produit. Donc c'est-à-dire que nous, le semencier, il nous certifie que c'est toujours la même, et on sait qu'on aura toujours le même résultat. Okay. Si nous, on fait bien notre taf de notre côté.
Donc, ça peut se faire, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est à risque, en fait, de le faire. Ok. On préfère faire confiance à des gens qui ont ça. Ok. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, moi, ma question d'après, mais du coup, on va pouvoir revenir en arrière, parce que ma question d'après, c'était ton rapport au monde extérieur après ton rapport à toi. Mais en fait, tu as hyper bien répondu, puisque clairement, le contexte, entre autres écologique, il impacte énormément, du coup, tes choix de vie, toi, en tant que personne, par rapport au fait que tu travailles dans ton entreprise actuelle, enfin, que tu aies créé ton entreprise actuelle et tout. Mais du coup, la question à laquelle tu n'as pas trop répondu, je ne sais pas si c'est de l'évitement volontaire, c'est ton rapport à toi. Ah. Parce que là, clairement, la Oui, question d'après, ok. j'allais dire, elle est vite répondue, comme dirait ce chouette youtubeur. Je suis parti dans un... Non, mais c'est... Attends, mais ça... il digresse. Rapport à... Ouais. Du coup, si tu compares, on a parlé, tu dis d'avoir 20 ans en Norvège, tu dis que, enfin, si ça a commencé comme ça, tu parlais de tous les gens que tu as rencontrés, de tout ça, et puis après on est parti sur autre chose, mais ton rapport à toi, d'un point de vue même soit psychique, enfin pas soit, mais psychique et ou physique, c'est quoi ton changement? Si tu arrives à te rappeler de ton toi d'il y a une dizaine d'années, au-delà de ce qu'on te disait, tu récupères moins envie d'une gueule de bois, ça veut pas dire qu'on a arrêté de faire la fête, manifestement la leçon n'est pas apprise, mais C'est vrai qu'à chaque fois on se dit, mais qu'est-ce C'était la qu'il y a? dernière, Ça c'était fait la 20 ans que je picole, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Mais bien sûr, c'est juste que la contrepartie est un petit peu plus lourde. c'est vrai que ça commence à être... Oui, c'est pesant, non, c'est pesant. 3 jours pour s'en remettre, je trouve ça compliqué. L'année a été... Cette année, là, 2022, content que ça... Parce que j'ai fait le point sur moi-même, quand même. Hein. Après, t'es au courant, tu connais peut-être plus ma vie que... Bah oui, ce que les autres ne savent pas. Mais une rupture il y a 1 an, Mountain Watts, c'est beaucoup de changements. Et je pense la plus grosse différence, c'est que du coup, je me connais beaucoup mieux. Je sais un peu plus qui je suis. Je sais maintenant un peu plus qu'est-ce que ça implique pour les autres quand je fais quelque chose, quand je parle. Avant, je ne posais pas la question. Je faisais, c'est tout. Mais quand tu grandis, tu commences à te dire est-ce que tu as un positif, négatif, tu te remets en cause, beaucoup plus. Et puis tu commences à respecter un peu plus. En fait, il y avait aussi le côté où quand tu prends pas soin de toi, c'est un manque de respect pour toi-même, c'est un manque d'amour. Et je pense qu'avec l'âge, tu réalises que c'est bien de prendre soin des autres, mais De soi aussi. de toi aussi. Et d'ailleurs, c'est parce que tu prends soin de toi que tu fais ensuite. Ouais, c'est ça. Dans l'ordre, peut-être, ce serait bien de faire comme ça. Quoi. Et puis, comme tu dis, si tu nourris plus l'amour de toi-même, tu peux pas attendre que l'amour vienne que des autres, quoi. Il y a aussi ça, on apprend à s'aimer soi en cours de route, quoi. Un peu plus. D'ailleurs, ça m'a aidé. J'ai lu ce bouquin qui m'a... Je sais pas si tu connais comment il s'appelait? Don Miguel Ruiz. Ah, les 4 accords Toltec. C'est lui qui les a écrits, mais il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle Le Maître de l'amour, je crois. Ok. Et je le conseille à tout le monde. C'est genre un bouquin, il y a peut-être 10 chapitres, mais alors tu lis un chapitre, t'as besoin de 2 jours pour le... Pour intégrer le truc, t'es là, waouh. Non, parce que ça te casse des comment on appelle ça en français, des dogmes, enfin ça te casse des Des trucs préconçus que t'avais, ouais. Et c'est violent, et à la fois ça résonne quand même profondément, donc tu sais que c'est vrai, et t'as besoin de l'assimiler petit à petit. Et c'est écrit, je l'ai lu en français, c'est hyper facile à lire, c'est clair, et il met des métaphores qui sont assez simples, bien illustrées, tout ça. Et c'est un peu ça, il dit l'amour vient pas du tout de l'extérieur, l'amour vient de toi, de l'intérieur, et c'est parce que tu t'aimes toi que les gens vont venir vers toi, et que la plupart des gens, en fait, ça me fait penser à un autre spectacle aussi, je vois qu'on parle. En fait, il dit c'est parce que tu t'aimes pas assez que tu combles le manque d'amour que tu as pour toi par quelqu'un qui t'en donne, et que du coup, le jour où la personne te donne plus d'amour, Tu comprends pas, tu perds la source, tu perds la source du truc. C'est pour ça que tu as des relations amoureuses, je pense que je le vois plus aujourd'hui de l'extérieur, où t'as vraiment, tu sens que les gens sont en relation d'interdépendance affective, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens, si tu fais pas un travail sur toi-même, en couple, tu vas toujours aller chercher ça, tu vas chercher l'amour de l'autre, effectivement, le jour où ça s'arrête, bon, ça veut pas dire que ça fait moins mal, ça fait toujours mal. Mais il y a des gens, tu sens, qui sont en interdépendance affective et ils vont aller chercher, ils puisent chez l'autre un amour, voilà. Et du coup, ils cherchent des preuves constantes de cet amour.
Je pense qu'il y en a pour qui ça marche, mais ça doit être relativement épuisant. Et à côté de ça, j'ai pu constater très peu de fois, mais des couples qui ont l'air de s'être mis ensemble, mais en toute conscience, avec des moments de grande indépendance chacun de leur côté, ou avec un véritable amour d'eux-mêmes. Et l'échange n'est pas du tout le même. Tu sens qu'il y a une relation... après, il y a la même chose, il y a la sexualité, il y a l'intellect, mais tu sens qu'ils n'ont pas besoin l'un de l'autre. Pas au sens... il y a de l'amour, mais il n'y a pas une dépendance, en fait. Il n'y a pas quelque chose de « si tu pars, je n'existe plus ». Ça se sent dans l'attitude et dans ce qu'ils échangent, et moi, je trouve ça très beau. Enfin, mais je pense que ça demande un gros travail. Ouais, je pense que c'est pas rapidement, mais c'est... il y a aussi... Pardon. Tu donnes à toi-même aussi est très proportionnel à l'amour que tu as pu recevoir quand tu étais jeune. Enfin, c'est très compliqué. On ne dit pas... aime-toi, c'est pas On n'est pas éduqué à l'amour de soi du tout. Déjà, on n'est pas éduqué, mais c'est quand même plus facile quand on te l'a donné, je pense. Ouais. Et c'est dur quand d'apprendre ça, si c'est pas en disant juste aime-toi, parce que du coup, comment tu vois. Non, et puis oui, il faut mettre des trucs en place. Ouais. C'est un peu plus compliqué que ça. Non, on fait des trucs sur l'estime. Et il y a un mec qui témoignait aux États-Unis qui travaillait, un Français à la Silicon Valley, et il disait que lui, il n'engageait pas d'Américains dans son équipe, il était ingénieur depuis 25 ans, parce qu'il disait, les Américains, on leur dit très vite dans l'enfance, t'es le meilleur, t'es le plus fort, tu peux tout faire. Et il dit, une fois adulte, c'est une catastrophe. Ils sont graves dans l'ego, ils se remettent pas du tout en question, et il dit, ça fait des équipes éclatées, quoi. Ouais. Et dès je prends des Européens, en fait, qui viennent aux États-Unis, parce que pour le coup, ils osent... Et ils disent, c'est là qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que si tu leur fais trop croire tout le temps, c'est trop bien, t'es le meilleur, t'en fais des adultes qui, pour le coup, se remettent pas en question, quoi. Ça, je pense qu'il y a une différence entre estime de soi, où tu te sens capable de faire des trucs, et l'amour de soi. Moi, je trouve ça hyper dur. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'aimes pleinement avec tes défauts et tout. Ouais. Moi, il y a des fois où je me déteste, où j'ai l'impression d'être... Vraiment, les pas chers du tout. Ah ouais, t'as l'impression d'être le Vladimir Poutine du pauvre. Mais au bout d'un moment, tu te dis, c'est soit je me déteste ta vie, et puis ça va pas être chouette non plus. Ça va, c'est vraiment... je me sers un sac, et je le regarde, le sac, je le regarde droit dans les yeux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Sinon, j'avais une discussion avec une pote, genre... Tu vois le sac où t'as mis tous les trucs, le sac de déni à l'entrée, là, à l'entrée de ta maison, t'as envie de le jeter, mais en fait, faut pas le jeter, c'est le nier, le jeter. C'est ça. C'est juste, tu le regardes bien dans les yeux, tu fais... Il est là. Ok, reste là. Et puis, mais je sais que j'ai fait ça, puis voilà, quoi. Non, puis après, tout dépend aussi de comment dès que tu fais des actes, on va dire, mauvais, même si c'est pas aussi binaire, c'est aussi toutes les réactions que tu vas avoir après. Déjà, par rapport aux personnes que tu as pu blesser, je pense, tu peux aussi avoir l'intelligence de t'excuser. Même si des fois, on ne comprend pas en quoi on a blessé des gens, tu peux au moins en parler, plutôt de dire je trouve ça trop con, j'aime pas du tout les gens dans le déni qui disent je trouve ça trop con de t'énerver pour ça, tu sais pas ce que les gens ont vécu. Et toi aussi, ce que tu vas en tirer, genre pourquoi j'ai fait ça, comment je fais pour pas reproduire ça, parce que t'as des gens, ils sont dans le déni, et du coup ils reproduisent en boucle des actes nuls, et du coup après, ça c'est usant pour tout le monde, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi faire des actes pas très cool, c'est une chose, mais après t'as quand même toute l'attitude pour moi. Enfin, c'est ce qui me semble être la leçon que t'en tires après, quoi. Tu peux pas revenir sur ce que t'as fait, de toute façon. C'est bon. Tu peux essayer d'arranger les choses, mais... Ou de pas reproduire, du moins. Enfin, déjà, oui. Mais comme tu dis, arranger, s'excuser. Et se pardonner à soi en disant, j'ai fait... C'est un peu comme aller au confessionnal. Ouais, après, je pense que les cathos, ils se pardonnent des trucs comme ça. Moi, j'ai pas de confessionnal, mais je pense que tu peux te dire, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, pourquoi j'ai fait ça, comment je fais pour pas blesser les gens que j'aime. Ça me fait penser, c'est vachement lié, là, ça me fait penser. J'ai rencontré quelqu'un cet été qui m'a dit, tiens, on peut regarder tout ça au fil. Et en fait, j'ai un truc à te conseiller. Elle m'a donné l'adresse d'un site, je sais plus comment ça s'appelle. Tu t'écris une lettre à toi-même qui te sera envoyée le jour de ton anniversaire l'année prochaine. Et en général, au bout d'un an, tu oublies que tu as fait ça. Et c'était moi, j'oublierai jamais. Je serai comme une gosse qui attend son jouet. J'attends ma lettre. Je me suis écrit une lettre. Super. Et je me suis écrit une lettre où tu fais... du coup, c'est vachement privé, c'est vachement personnel. Et ça te permet, tu te dis, je me rendais compte à moi-même. Puis c'est génial. Tu te rendais compte à moi-même. Ouais. Je vais faire ça, j'aimerais... Tu vois, je sais pas ce que les gens se disent là-dedans. Moi, je me suis dit des choses. Je sais pas comment les gens l'utilisent d'habitude, mais en gros, j'aimerais bien être fier de moi. Ouais, puis surtout que tu vas le lire avec un autre recul, parce que tout change tellement en un an. T'imagines, ça doit être trop bizarre de se relire en un an en disant ça a été réglé, ça, tu vois, enfin, de dire
T'es un peu toujours une autre personne, en fait. Enfin, Oui. Je pense que ça peut être dangereux si on se met aussi trop d'objectifs, genre. Et puis qu'au bout d'un an, tu fais. non, mais par contre, tu peux voir où t'en es dans le process. Tu vois, ouais. Du coup, faut le faire avec un peu de sinus, non plus pas trop, quoi. Mais pas se mettre la pression. Si tu Faut fais... pas se mettre la pression. Mais c'est bien pour se donner une vision de soi-même, en fait. Et puis tendre le mieux que tu peux là-dedans. Mais moi, je disais pour le podcast, je pense que je vais le refaire dans 10 ans. Peut-être que ce sera à nos 40 ans et je vais voir ce qu'on a réglé, pas réglé. Carrément. C'est quoi les névroses qu'on aura dans 10 ans? Parce qu'on en aura. Hippie, on aura tous des cerfs, parce que le cannabis ici là sera légalisé. Évidemment, ça marche comme ça. Macron qui va légaliser, il paraît. Il va légaliser la weed. Jamais, c'est un mec de droite. Qu'est-ce que. C'est pas. Waouh! C'est pas la détente ici en France. Toi, t'as Un oublié. jour, ça sera Marine Le Pen et ce sera elle qui va légaliser. Ça n'arrivera pas du tout. Ils sont vraiment tous très obtus sur ce truc. Je sais pas d'ailleurs ce qu'elle a mis dans son programme. Elle a mis que, comme chaque année, il fallait mettre les migrants dehors. C'est ça, c'est son programme de base. Par rapport au cannabis, je parle. Ouais, bah, elle est contre. Bah, je lirai, mais. Il faudrait regarder, ça se trouve, ils se sont dit on va faire un billet. J'ai pas envie de niquer mon historique Google en allant chercher Marine Le Pen cannabis. Vraiment, ça me fait chier. Donc, ton rapport à toi, c'est que tu te connais mieux et physiquement. Parce qu'après, sinon, on va dépasser. Physiquement, Alors, ouais, c'est comment la gestion du corps à 85 ans, finalement. Alors, ouais, pour revenir un peu en arrière, j'ai eu, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, je faisais un peu n'importe quoi, je suis pas mal abîmé. Et il y a eu ce moment où j'ai quand même, tu savais, j'ai mis l'hernie discale, j'étais jeune. Est-ce que tous les gens qui font du foot ont des problèmes Non, mais en fait, je me suis pas fait ça au foot. Je me suis Non, mais fait oui. ça... Bah, Je sais. les patates. Ah non, j'ai pas envie d'en parler, ok? C'était le pire boulot qu'on ait fait. Mais ça, accroupi toute la journée, je me suis Sous, soigné de dos. sous 50 degrés. Et puis je faisais pas gaffe à mes positions, j'écoutais pas trop mon corps. Ouais, j'ai eu une hernie discale. Très jeune, j'étais prof à cette époque. 26. T'as dit j'étais jeune à l'époque, j'avais 26. Je pense à tous les gens qui ont 20 ans qui disent waouh, c'est pas jeune 26. Si, c'est jeune. Relativement plus jeune. Oui. Et du coup, non mais repère jeune parce que t'as pas une hernie discale à 26 ans. C'est ça que je voulais dire. Mais il n'y a pas d'âge. Hein. C'est juste que toi, t'as toujours été vieux. Statistiquement, les médecins étaient hyper jeunes pour avoir ça. Normalement, c'est des gens de 50 ans, 40 peut-être. Oui, mais t'es un daron. Tout à l'heure, t'as dit je me suis fendu la poire. Enfin, qui dit ça à 31 ans? Il y a un moment, il y a une acceptation de ce que t'es aussi. Hein. Non, mais en gros, c'était jeune pour avoir une hernie discale quand même. Et c'était. J'ai pas fait gaffe à mon corps. D'ailleurs, c'est un peu psychologique. En fait, l'hernie discale te bloque, t'empêche d'avancer physiquement bien. Et moi, je pense que psychologiquement, J'avançais pas comme je voulais. Pour moi, t'étais plus obtus, plus jeune. Psychologique. Mais non, mais c'est normal. Non, mais parce que je me rappelle que t'étais plus binaire dans ta façon de penser. Il y avait c'était un peu des choix. Je trouve que tu t'es assoupli avec les années sur les fluctuations de la vie, quoi. Ah, je me suis assoupli. Ouais. Ouais, tu t'es assoupli. Je suis très souple. Si, il y a clairement un peu de ça. Déjà, je suis moins dur avec moi-même. En gros, je me mettais pas mal de pression. Bon. D'ailleurs, on me l'a dit, on me l'a répété plein de fois. J'ai toujours été un peu dur avec moi-même. Je sais pas de sévère, mais voilà. Et bref, cette année discale m'a quand même mis un gros coup parce que pendant 4 ans, tous les jours, je me levais, j'avais mal. Je couchais, j'avais mal. Je m'asseyais sur une chaise, j'avais mal. Je me levais de la chaise, j'avais mal. Enfin, c'est une douleur permanente. C'est fatigant. Oui, parce qu'ils ont mis 4 ans à t'opérer. Après, j'ai pas voulu me faire opérer. J'ai refusé de me faire opérer. Parce que tu fais ça un peu quand t'es plus vieux et que c'est un peu la dernière solution. Et je me suis dit, c'est mort. Je vais trouver la solution sans avoir à mettre. Alors, avant même l'opération, ils m'ont proposé de me mettre quoi? D'injecter de la cortisol, je crois, dans le corps. Enfin, pendant 5 jours à l'hôpital, je fais non, merci. Je préfère encore me shooter au tramadol que. Ah, ça c'était cool. Alors, le tramadol, oui, mais c'est dangereux, on va en reparler, mais c'est dangereux le tramadol. Bah alors, pour le coup, tu sais quoi, j'étais encore prof au lycée à cette époque, et on me disait, on m'avait prescrit 3 tramadol par jour, matin, midi et soir. T'as donné cours au tramadol. J'étais le prof cool du lycée. Ah, tu m'étonnes. Non, on pouvait fumer de la weed en cours, arrêtez. Du coup, j'étais shooté, j'avais pas les euros, du coup, il pouvait pas se douter. Ah, putain. Et non, ça c'était belle époque. Non, c'était sympa le tramadol. Coucou l'éducation nationale, voilà ce que vous faites. Non, mais tout ça pour dire que ça va, en fait, ça règle pas le problème, ça cache juste la misère. Mais je
je pense qu'il faut... Je redonne à César ce qui est à César. Mon ex, qui était prof de yoga, quand même, m'a dit, t'étonnes pas, en fait. Du coup, elle m'a dit, tu fais un peu n'importe quoi, tu t'étires pas, tu t'es pas renforcé musculairement ici, enfin, t'as dit, là. En gros, je connaissais rien à mon corps, et du coup, j'ai commencé un jour à me mettre un peu à faire tel type d'exo, à voir que ça marchait, ça marchait pas. Mais ça a pris encore bien 2 ans de savoir. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas faire du yoga, en fait, tous les jours, ou à une bonne fréquence, que ça allait régler. C'était vraiment spécifique. Si ça m'arrive, là encore, des fois, si je fais le con, genre, c'est parce que j'ai pas fait tel type d'exo, tel type d'étirement pendant genre 1 mois, que je me suis laissé aller, j'ai bu de la bière, ça n'a pas aidé, et à chaque fois, ça manque pas, quoi. Ça revient, et en gros, je sais maintenant exactement, protocolairement, ce qu'il faut faire. Donc, mais ça a pris énormément de temps, et si je m'étais fait opérer, j'aurais jamais appelé ça. Oui, donc ça t'a donné par la force du temps et malheureusement de la douleur, tu avais quand même eu un rapport à ton corps qui a changé, en étant plus à l'écoute. Ok. Ce qui est triste et en même temps, ce qui est triste pour la douleur, mais ce qui est bien pour la conscience. Et des facts, je pense que du coup, par conséquent, vu que tu souffres, ça te développe quand même une certaine empathie. Tu comprends mieux les gens qui souffrent d'un truc quotidien. Ouais. Et peut-être que sans ça, tu vois, je sais pas, peut-être que c'était voué à arriver. Quand t'es un peu trop cartésien et binaire, comme tu disais au début, peut-être que c'est voué à t'arriver à bout d'un moment. Ton corps... oui, parce que tu développes une empathie. Et quand tu l'as pas développé, ton corps va te faire comprendre d'une certaine manière. Je sais pas. Je vais pas partir dans des explications. Non, si, moi j'avais par exemple un jugement très dur sur la dépression. Le jour où ça m'est tombé dessus, j'ai compris que c'était pas une histoire de je me laisse aller. On m'a dit, voilà, il n'y a pas de sérotonine qui circule. Et je comprenais la détresse interne que j'avais jugée si durement chez les gens que je connaissais. Et quand ça a été mon tour, je l'ai très mal vécu. Mais j'ai compris aussi que c'était la vraie détresse psychologique où en fait, par la dépression et par l'absence de sérotonine, tu as des parties qui s'atrophient plus ou moins et tu as des trucs que tu n'as plus, des capacités cognitives qui s'effacent et c'est terrible. Donc, je pense que c'était une bonne leçon, quoi. Même sur toutes les maladies psychologiques qui existent, où j'ai rencontré des gens qui avaient des maladies psychologiques très graves et que c'est une vraie souffrance d'être schizophrène, d'être bipolaire, tout ça, et que c'est pas d'histoire de laisser aller ou qu'il y a des gens qui se contrôlent mieux. Il y a des choses que tu choisis pas du tout, quoi. Donc, non, c'est bien. C'est très bien. Si ça rend moins con, au final, c'est pas mal. Faudrait définir ce qu'est la connerie. Tu veux dire le manque d'empathie ? Le manque d'empathie, je trouve que ça rend très con, en fait. Ça me gonfle. Les gens qui... Mais comme je disais tout à l'heure, les gens qui délégitiment la souffrance de quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui peut réagir très vivement à quelque chose et que toi, tu le comprennes pas, c'est une chose. Que tu te moques de la personne ou que tu la juges durement parce que toi, dans ton monde, ça n'existe pas, je trouve ça dégueulasse. Ça, pour moi, c'est un comportement de gros con. Les gens qui disent non mais t'es folle ou je sais pas quoi, t'es faux, tu devrais pas te prendre la tête pour ça, ça me gonfle, j'aime pas ça. Tu sais pas ce que les gens ont vécu, personne ne choisit des réactions très vives, c'est souvent que ça dit quelque chose de très fort de toi. Mais moi j'ai été comme ça plus jeune, et quand ça m'arrivait je comprenais pas que les gens me comprennent. Il y a un truc en vieillissant où t'arrêtes. C'est ça qui me... Je voulais réagir à ça parce que quand ça t'arrive, quand tu vois quelqu'un qui comprend pas, qui est peut-être un peu vulgaire ou qui est méprisant ou ça te frustre, et d'à côté tu te dis mais en fait je comprends pas en fait, et donc oui, mais quand c'est quelqu'un de proche de toi par exemple, pitié, mais ah oui, quand c'est quelqu'un de proche, non, quand c'est quelqu'un de lambda, ça fait chier, tu dis mais effectivement la personne comprend pas, elle comprend pas. Mais moi je me rappelle de relations amicales plus jeunes où des fois t'as des trucs et les gens, alors après pas tout le monde, et puis il y en a qui restent pas tes amis pour cette raison-là entre autres, mais je pense qu'on est plus con, plus jeune, et comme tu dis, après on passe par des trucs, tu dis des douleurs physiques ou psychologiques, voilà, où tu, en fait, t'admets que la vie, c'est pas telle option, c'est qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte et qu'il y a des trucs que tu choisis pas d'avoir une hernie, tu choisis pas pour certains de faire un burn-out, et que la vie, ça fluctue, et que c'est pas que quelques options qui feront que tu auras une vie super, ou comme les gens qui disent, les gens dans la rue, ils ont choisi, non, ça marche, enfin, personne choisit volontairement d'aller dormir dehors, tu vois, il n'y a pas des gens qui ont fait qui ont eu des bonnes options et d'autres pas. Bref, c'est plus complexe, mais ça, je pense que c'est en vieillissant que tu te rends compte que y a plein de paramètres. Tu vois. Et donc, pour terminer, du coup, la question finale que je pose à tout le monde... oui, 50 minutes déjà. C'est éclaté bien.
On refera carrément un podcast que sur toi de 13 épisodes. Ah Euh, Le mec est pas trop vidéo. Enfin, 3 heures, ça me suffit. ce serait pas mal. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt!